Et si on te suivait dès ta naissance jusqu'à ta mort, est-ce que tu accepterais de participer à la plus longue étude sur le bonheur? Je te parle de l'étude de Harvard où pendant plus de 75 ans, des chercheurs ont suivi des centaines de personnes pour répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qui nous maintient vraiment en santé et heureux tout au long de notre vie? Où se cache le véritable secret du bonheur? La réponse pourrait te surprendre. Je te raconte tout. Allez. Ils ont posé la question à des gens nés entre 1981 et 1996. Quels sont vos objectifs de vie les plus importants? On va voir si vous êtes sur la bonne voie. Essayez de répondre vous aussi à cette question. Plus de 80% des gens questionnés ont déclaré que l'un de leurs principaux objectifs de vie était de devenir riche. Et 50% de ces mêmes jeunes adultes ont indiqué qu'un autre objectif majeur de leur vie était de devenir célèbre. Moi-même, je suis sûre que j'aurais répondu que ma carrière et ma profession étaient mes objectifs les plus importants. On verra ce que la plus longue étude sur le bonheur nous en dit. The Harvard Study, on l'appelle souvent l'étude sur le bonheur, mais c'est en réalité une étude plus générale sur le développement de la vie adulte. Depuis 1938, ils ont commencé à suivre tous les détails de la vie des 724 hommes, que des hommes. Donc maintenant, en 2026, ça fait 86 ans d'études et ils continuent encore. C'est la plus longue étude sur la vie adulte jamais réalisée. Ils sont au 4e directeur maintenant, puisqu'évidemment, le précédent, ils sont décédés. Actuellement, c'est Robert Waldinger qui dirige l'étude. Donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, en 1938, ils commencent à suivre la vie des 724 hommes, mais en fait, au départ, il y avait deux groupes séparés, donc deux recherches séparées, qui n'avaient pas connaissance l'une de l'autre. La première suivait la vie des étudiants de Harvard, en moyenne âgés de 19 ans, deuxième année de l'université de Harvard. Donc le but à l'époque était de suivre, et je reprends les mots des chercheurs, ils voulaient suivre les spécimens les plus fins, les plus distingués, pour observer le développement normal de l'adolescence à l'âge adulte. La deuxième recherche était initiée par un professeur de droit à Harvard, lui aussi. Donc lui, avec son épouse, qui était assistante sociale, s'intéressait à la délinquance juvénile et par la manière dont certains enfants issus des milieux très trouvés parvenaient à éviter les ennuis et à suivre de bonnes trajectoires de développement. Donc ils ont choisi de suivre la vie des garçons de la ville de Boston en 1938, dont les familles étaient connues des 5 agences des services sociaux en moyenne en raison de la violence domestique, de la maladie mentale des parents, de la maladie physique. Donc ils ont étudié tous ces garçons à nouveau pour comprendre ce qui favorise l'épanouissement des individus. Donc ainsi, ces deux recherches, c'était des études sur le développement normal et positif, au lieu d'être des études sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont examiné tous les grands domaines de la vie. La santé mentale et physique, le travail, les relations, tout, absolument tout. Au début, en 1938, ils ont utilisé les moyens disponibles à l'époque, mais avec le progrès technologique, leurs méthodes se sont améliorées. Ils ont réalisé des tests ADN, ils ont scanné leur cerveau, ils avaient accès aux dossiers médicaux des participants, chaque année, ils leur faisaient des prises de sang et ils envoyaient des questionnaires qu'ils devaient remplir fréquemment. Donc, ils filmaient également des interviews avec leurs parents et puis, plus tard, avec leurs femmes et leurs enfants. Il y a même des participants qui, après leur décès, ont donné leur cerveau pour être étudiés. Donc, c'est là la question, est-ce que vous aurez accepté de participer à cette étude? Donc là, tous ces adolescents, ils ont grandi pour devenir des adultes. Ils sont devenus des ouvriers d'usine, des avocats, des maçons, des médecins, différents métiers. Et il y a eu même un président des États-Unis. Oui, Kennedy, il était l'un des participants de cette étude. Donc il y en a certains qui ont développé de l'alcoolisme, quelques-uns la schizophrénie. Il y en a certains qui ont grimpé l'échelle sociale du bas jusqu'au sommet,
et certains ont fait ce chemin dans la direction opposée. Alors, qu'est-ce que tout ça nous a appris? Quelles sont les leçons tirées de tous ces milliers de pages d'informations? Écoutez bien, ce n'est pas ni la richesse, ni la célébrité, ni le travail acharné qui nous rend le plus heureux et en meilleure santé. Sur ce point, Waldinger, le directeur actuel de l'étude, nous dit « Le message, il est clair. Ce sont les bonnes relations qui préservent notre santé et nous procurent du bonheur. » Et voilà, vous le savez maintenant. Donc c'est fini? Je crois pas. Je suis sûre qu'il y a des gens derrière leur écran qui sont en train de se dire j'y crois pas. Et ça doit être quand même l'abondance, le luxe, pouvoir voyager. C'est ça là, c'est ça où se trouve le véritable bonheur. Bon, pour vous montrer que le bonheur se trouve dans les bonnes relations, on va voir plus en approfondi, plus en détail comment, pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire, comment on m'éprouve dans cette étude que la clé du bonheur se trouve dans les relations. Je vous donne juste quelques résultats pour vous les montrer. Donc d'abord, ils ont vu s'ils étaient capables de prédire qui serait heureux et en bonne santé à l'âge de 80 ans. Donc, qui est heureux et qui ne l'est pas. Comment le faire? Donc, ils se sont dit, on va rassembler tout ce qu'on sait sur les participants à l'âge de 50 ans. Et souvenez-vous qu'ils ont beaucoup de données toute la vie. Ils savent beaucoup de choses sur ces gens. Ils ont toute la vie, tous les dossiers médicaux, toutes ces informations. Et donc, ils prennent, par exemple, le facteur du cholestérol. Est-ce qu'on peut prédire avec les niveaux du cholestérol si les gens ils vont être en bonne santé à l'âge de 80 ans? Donc, ce n'était pas les niveaux de cholestérol à 50 ans qui prédisaient le mieux comment ils allaient vieillir, mais plutôt à quel point ils étaient satisfaits de leur relation. Je répète, les personnes qui étaient les plus satisfaites de leur relation à l'âge de 50 ans, c'est les mêmes personnes qui étaient en meilleure santé à l'âge de 80 ans. Là, il y a un lien. Donc, un premier résultat. Ensuite, ils ont trouvé que la satisfaction maritale, donc une bonne relation de couple, pouvait affecter aussi la perception de la douleur. Les personnes qui ressentaient plus de douleur chaque jour avaient des humeurs plus basses. Et ça, c'est évident. Ben, voilà, vous avez du mal physiquement dans votre corps, vous êtes moins content. Ok, donc ils ont pris que ces groupes-là, les personnes qui avaient des douleurs au quotidien, et ils ont divisé ce groupe en deux. Parmi ceux qui ressentent plus souvent de la douleur, on divise en deux groupes, ceux qui ont des bonnes relations et ceux qui n'ont pas de bonnes relations de couple, comme je vous montre là dans les deux barres. S'ils étaient heureux en couple, les jours où ils ressentaient plus de douleurs physiques, ils restaient au même niveau d'humeur, alors que, pour les couples malheureux, la perception de la douleur physique était en quelque sorte amplifiée par une douleur émotionnelle. Donc, le jour où ils avaient plus de mal, ils signalaient aussi avoir un niveau d'humeur plus basse, être moins contents. La troisième grande leçon que nous tirons des relations sur notre santé, c'est que des bonnes relations ne protègent pas seulement notre cœur, mais aussi notre cerveau. Donc, il s'avère qu'être dans une relation marquée par une sécurité affective, même à 80 ans, a un effet protecteur. Les personnes qui sentent qu'elles peuvent réellement compter sur l'autre en cas de besoin conservent une meilleure, plus nette, plus longtemps. Tandis que celles qui ont les sentiments de ne pas pouvoir compter sur leur partenaire, ils connaissent un déclin de la mémoire plus précoce. Donc, la qualité de nos relations prédit notre état de santé général, notre perception de la douleur et nos capacités cognitives, plus spécifiquement la préservation de notre mémoire. Et ça aussi, la mémoire, par rapport à la mémoire, ils ont trouvé qu'on a 2 fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer si vous êtes seul ou isolé.
Donc, comment ils expliquent ça? C'est la question qu'on se pose ensuite. Quel effet, par quel mécanisme ça travaille? Ils pensent que c'est lié à l'estimulation des circuits cérébraux. Ce qui rend les relations un peu effrayantes et risquées parce que les gens ils sont imprévisibles, c'est aussi ce qui stimule notre cerveau. Donc voilà, on va dédier quelques mots quand même au sujet de la solitude, parce que la solitude, elle est véritablement toxique pour l'être humain. On va voir que les personnes, ils vont trouver en fait que les personnes qui sont isolées sont moins heureuses, leur santé décline plutôt au milieu de la vie, leur fonctionnement cérébral se détériore plus rapidement et ils vivent moins longtemps que les personnes qui ne sont pas seules. Donc je ne vais pas utiliser les mots toxiques à la légère. La solitude est toxique pour l'être humain. Ils ne sont pas les seuls à le démontrer. Il y a une chercheuse, Juliane Holt-Lunstad, j'espère que ça se prononce comme ça. Elle aussi, elle a étudié ce sujet, la solitude. Ce qu'elle a estimé, c'est que la solitude est aussi dangereuse pour la santé que de fumer une demi-paquet de cigarettes par jour ou d'être obèse. Et ce que nous savons, c'est que l'isolement social et la solitude ont des effets très réels et concrets qui nous nuisent tout au long de la vie adulte. Quand on est seul, isolé, le déclin cérébral survient plus tôt et l'apparition de la maladie d'Alzheimer est plus précoce chez ces personnes qui sont seules. Donc voilà, on a vu que les relations avec les autres stimulent notre cerveau. Mais une autre raison étayée par des données solides explique pourquoi les relations intimes, qu'elles soient romantiques, familiales ou amicales, dans le sens large, les relations intimes, elles nous aident à vivre plus longtemps et à rester en meilleure santé physique et mentale. C'est en lien avec le stress, les fameux stress de nos sociétés. Donc, comment ça agit en lien avec le stress? L'idée est que des bonnes relations nous aident réellement à mieux gérer les stress et les émotions négatives. Il y a un effet positif du soutien social qui nous aide à gérer les stress. Voilà. Donc l'idée centrale, elle est simple. Des bonnes relations nous rendent heureux, elles nous protègent et nous aident à mieux gérer les stress, à réguler nos émotions négatives et à traverser les épreuves de la vie. Vaut mieux être accompagné, bien accompagné, car la vie est assez dure pour la traverser tout seul. Mais il faut être bien accompagné. Comme le dit la neuropsychologue Lisa Feldman, la meilleure chose pour votre système nerveux, c'est un autre être humain. Et la pire chose pour votre système nerveux, c'est aussi un autre être humain. Autrement dit, nos relations peuvent nous élever ou nous fragiliser. Une relation toxique est évidemment une source chronique de stress. C'est pour ça qu'il est essentiel de choisir avec conscience les personnes que nous laissons entrer dans nos cercles les plus intimes. Retenez de cette vidéo qu'à la fin de votre vie, ce ne seront pas vos réussites qui compteront le plus, mais les personnes avec lesquelles vous les aurez partagées. Donc, je développerai plus en détail dans une prochaine vidéo les conseils donnés par les directeurs de l'étude pour améliorer votre situation si vous vous sentez seul ou si vous êtes isolé. Dites-moi en commentaire quand même si ces sujets vous intéressent quand même pour que je puisse continuer à l'approfondir. Et vu à quel point le choix de notre partenaire est déterminant, c'est l'un des investissements les plus importants que vous puissiez faire pour votre bien-être futur. Je vous invite donc à regarder cette vidéo dans laquelle je vous parle de votre style d'attachement et de la manière dont vos expériences d'enfance influencent vos choix d'amour à l'âge adulte. Donc, c'est pour ça que je vous invite également à vous abonner à la chaîne parce qu'ici, on parle de psychologie, des relations amoureuses et on peut, dans ce sens-là, je peux vous aider à mieux comprendre les autres et à construire des relations plus heureuses. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et voilà, Mama Chulita vous dit au revoir. Ciao!